Bonjour François, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Mathieu, je m'appelle François Divet, je suis le responsable de l'équipe ILS, Insurance Link Securities, d'AXA Investment Managers. Et ça fait maintenant 13 ans que je suis chez AXA IM et précédemment j'ai travaillé au siège d'AXA et puis à la Square. D'accord. François, quelle est la principale leçon que tu as tirée de ton expérience sur la souscription entre guillemets d'ILS? Que beaucoup de choses restent à faire. On discutait il n'y a pas très longtemps des sujets ESG et pour moi, il y a un besoin de plus de transparence d'une partie des cédantes sur le business sous-jacent. Même si on a des informations, je pense qu'on pourrait en avoir un petit peu plus. Et puis peut-être, de mon point de vue, de standardisation, c'est-à-dire d'informations qui sont plus standards et systématiquement communiquées aux investisseurs ILS, mais aussi aux réassureurs, qui permettraient d'analyser plus rapidement et plus efficacement ces risques. D'accord. Alors, que dirais-tu à quelqu'un qui cherche à diversifier ses solutions de placement en réassurance? Voilà, et pour moi, il y a trois grandes options pour investir en assurance-réassurance, ou en tout cas sur du risque d'assurance. La première, c'est évidemment d'investir dans des actions d'assureurs ou de réassureurs, mais en faisant ça, l'investisseur va prendre évidemment du risque assurantiel, que ce soit catastrophe naturelle ou autre, mais aussi du risque d'actifs, puisque le bilan d'un assureur n'est pas que constitué du risque d'assurance. La deuxième façon, ça va être d'investir dans des obligations émises par ces assureurs ou ces réassureurs. Mais là, ça va être plus du risque de crédit, plus traditionnel. Et le risque de crédit ne sera pas que lié, encore une fois, à la partie passif, mais aussi potentiellement à la partie actif. Et puis d'autres risques, déviation de réserve, etc. Et la troisième façon de faire, c'est ce secteur des ILS, où l'investisseur va prendre du risque d'assurantiel, que je dirais quasiment pur, principalement catastrophe naturelle, par contre. Et c'est probablement un des enjeux d'essayer de développer à d'autres types de branches à l'avenir. D'accord. Que conseillerais-tu à un investisseur qui souhaite investir dans des ILS? Alors pour moi, un investisseur dans la classe d'actifs ILS, il a principalement deux stratégies. Soit il veut investir dans des portefeuilles diversifiés, c'est-à-dire limiter les pertes en cas de survenance d'une grosse catastrophe naturelle, notamment aux États-Unis. C'est la stratégie que nous, on développe au sein d'AXA IM, de construire des portefeuilles diversifiés qui sont évidemment exposés au risque américain, mais qui ont une exposition significative en dehors des États-Unis, donc en Europe, au Japon, voire en Amérique latine. L'autre stratégie, c'est d'investir dans des fonds qui ne font que du risque américain, pour lequel le rendement en cas de non-sinistralité sera assez important, ou en tout cas plus important qu'un portefeuille diversifié. Mais inversement, le problème, c'est que si un événement survient, il perdra beaucoup. Donc pour moi, ça dépend beaucoup du risque-rendement de l'investisseur. D'accord. Alors du coup, comment détermines-tu dans les grandes lignes les différentes politiques d'investissement que tu as sur les ILS? Alors, dans les investissements ILS, traditionnellement, on distingue la partie liquide, donc les cat bonds ou obligations catastrophes, et puis la partie liquide, donc on va retrouver ce qu'on appelle les dîmes privées, donc réassurance collatéralisée, ALW, sidecar, etc. Aujourd'hui, un investisseur qui veut un rendement supérieur à LIBOR plus 5, il doit investir dans des fonds qui font à la fois des cat bonds et de la réassurance collatéralisée ou des transactions privées. Donc déjà, ça permet de distinguer dans nos fonds les risques-rendements et donc le périmètre qui nous est autorisé en termes d'investissement. Après, la liquidité des fonds va aussi impacter le type de produit dans lequel on va investir. Après, comme je le disais, en termes de risque sous-jacent, ça reste du risque d'assurance principalement lié aux catastrophes naturelles, donc du property cat, avec un petit peu d'exposition en dehors du property, avec un peu de mortalité éventuellement ou des déviations de coûts de santé. D'accord. Alors, de par ton expérience, quel est le principal défi pour un investisseur dans sa volonté d'innover dans les ILS? Un investisseur Alors en termes d'innovation, je ne sais pas, mais les difficultés, c'est probablement
tout ce qui concerne le réchauffement climatique, ou en tout cas ces problématiques-là, qui sont évidemment très importantes pour notre classe d'actifs, puisqu'on couvre des catastrophes naturelles. Elles ne sont pas toutes liées au réchauffement climatique, mais il y en a une partie d'entre elles, tout ce qui est vent ou inondation, qui est lié au réchauffement climatique. Et donc, il y a un vrai besoin pour ces investisseurs de comprendre ce risque-là, avec lesquels ils ne sont pas forcément très familiers. Je ne dirais pas que c'est forcément une innovation, mais en tout cas, c'est clairement un frein à l'investissement dans cette classe d'actifs. D'accord. Une question un peu plus personnelle. Si tu devais décrire ton métier au travers d'un héros de roman ou d'un héros de film, qui serais-tu ? Alors moi je suis un fan de bande dessinée, donc je vais plutôt prendre un héros de bande dessinée et si je devais prendre un héros, ce serait probablement un super-héros des comics américains. C'est pas ma spécialité, mais en tout cas pour moi ça reflète un petit peu ce qu'on fait. C'est à la fois principalement des risques exposés aux États-Unis, ce qui reste le cas de la classe d'actifs ILS. Et puis, on ne peut pas empêcher les événements de se produire, mais l'objectif, quand nous, on investit, c'est de limiter les conséquences de ces catastrophes naturelles en construisant des portefeuilles diversifiés, en investissant dans les 4 bonds les mieux ou les deals privés les mieux structurés, et ainsi de suite. Et puis, si je devais en prendre un, ce serait Spider-Man, parce que c'est soi-disant le super-héros le plus vert, notamment parce qu'il n'utilise pas de Batmobile ou de voiture, etc. Il se transporte lui-même avec ses toiles d'araignée. Eh ben, très bien. Alors, sache que précédemment, on avait Michel Elbilia avant toi. La question de Michel, c'est quelle est ton expérience dans les 4 bonds ? Alors, j'ai une double expérience dans ce secteur des 4 bonds, à la fois en tant qu'investisseur, on vient d'en parler, ça fait 13 ans que je suis chez AXA IM dans cette équipe ILS, donc à investir dans les 4 bonds, mais précédemment, je l'ai mentionné, j'ai travaillé au siège d'AXA, plus précisément au groupe Risk Management, l'actuariat central, et à ce titre-là, j'ai travaillé sur l'émission du premier 4 bonds, à l'époque c'était en 2005, un deal qui s'appelait Urare, et puis j'ai suivi d'autres émissions, pas que sur la partie catastrophe naturelle, mais aussi sur les mortalités avec un deal qui s'appelait Osiris et puis du risque moteur, automobile, avec un deal qui s'appelait Spark. D'accord. Bon, très bien. Bah, du coup, quelle est, toi, la question que tu souhaites poser à la prochaine personne qui viendra s'asseoir à ta place ? Eh ben, peut-être sur le thème ESG, je l'ai mentionné là sur le super-héros, peut-être comment vous intégrez les nouvelles réglementations, qu'elles soient européennes avec SFDR ou la doctrine AMF dans vos investissements. Sacrée question. Bah, écoute, merci beaucoup François pour tes réponses et à très bientôt. Merci Mathieu.